Ça s'appelle ChatGPT est-il un agent moral artificiel? Et c'est une présentation qui s'inspire beaucoup de celle que je fais dans les cégeps, hein, qui sont un peu l'équivalent des lycées au Québec, et où je fais un peu je mélange mon livre Faire la morale au robot, qui est sorti il y a 2 ans, et des choses plus récentes sur ChatGPT. Et ça s'inspire d'un article que j'ai publié il y a quelques semaines sur AOC, qui est un média en ligne français, qui s'appelait article ChatGPT est-il un agent moral artificiel? Alors, je règle tout de suite la question du YEL, mais vous pouvez intervenir d'ailleurs, parce que j'ai pas eu tant de retours que ça. L'idée, c'est que ChatGPT, il n'y a pas de sexe. N'empêche, quand on parle, on est obligé de dire il ou elle, et pourquoi pas utiliser l'option qui s'offre maintenant à nous, le YEL. Le problème, c'est en anglais, parce qu'en anglais, c'est it, mais en français, ça donnerait il. Ceci dit, même en anglais, quand on fait des études de psycho et qu'on demande spontanément aux gens d'utiliser un genre pour ChatGPT, ils vont le mettre au masculin. Et donc, ça m'amuse aussi de le mettre au neutre, pour nous rappeler qu'on fait ce qu'on veut, en fait, parce que c'est pas un terme qui est déjà c'est un nouveau genre d'entité, et si on décide que c'est neutre, comme beaucoup de choses en IA, c'est un nouveau domaine, donc on doit prendre des décisions, et il n'y a pas de raison, en tout cas, que spontanément on appelle ChatGPT il, parce qu'il est savant, mettons qu'on associe le masculin et le savant. Alors, le plan pour cette présentation, je vais dire d'abord quelques mots sur qu'est-ce que c'est que l'éthique, qu'est-ce que c'est qu'un grand modèle de langage, ça je vais assumer que vous savez un peu. ChatGPT est-il un patient moral? ChatGPT est-il un agent moral? Je vous expliquerai la différence. Et comment est-ce qu'on peut programmer un agent moral artificiel? Alors, qu'est-ce que l'éthique? La réponse la plus simple qu'on peut faire, c'est de dire que l'éthique, c'est répondre à la question que faut-il faire? Alors, soit individuellement, soit collectivement, comme société. Mais c'est répondre à cette question avec des raisons morales, par opposition avec ce qu'on appelle des raisons prudentielles. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une raison morale? C'est une raison qui est neutre, qui cherche à être impartiale. Par opposition à une raison prudentielle, qui, elle, est une raison qui concerne mes intérêts individuels ou les intérêts de mon groupe. Là, je me rends compte que je ne me suis pas présenté depuis le début. Donc, je suis un chercheur en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal. J'ai une formation en philo, j'ai fait un doctorat en psychologie morale, qui est la partie de l'éthique. On s'intéresse à pourquoi est-ce qu'on a les intuitions morales qu'on a. Et voilà, et là, depuis 2017, je me focalise sur l'éthique de l'intelligence artificielle avec le livre notamment Faire la morale au robot, qui résume quelques idées. Donc, et j'ai donné beaucoup de cours d'introduction à l'éthique. Donc, répondre à la question que faut-il faire avec des raisons morales. Puis là, on va faire des distinctions. Donc, les questions d'éthique de l'intelligence artificielle, c'est des questions d'éthique appliquée à l'intelligence artificielle. On va faire une distinction métaéthique, éthique normative, éthique appliquée. Métaéthique, c'est les questions les plus générales, du genre qu'est-ce que le bien, est-ce que le bien est pour tous, des choses comme ça. Des questions d'éthique normative, ça c'est les questions qui concernent les grandes théories morales, on va voir qu'il y en a 3, et puis on applique les théories normatives à des cas d'éthique concrets, donc on parle d'éthique appliquée. L'éthique de l'intelligence artificielle, on applique à quoi? On appuie ça, attention, c'est ma définition générale de ce que c'est que l'intelligence artificielle, c'est de dire que c'est des systèmes automatisés de traitement de l'information. S'il y a une meilleure idée pour le définir simplement, mais il me semble que ça marche assez bien, puis c'est compréhensible. Un système automatisé de traitement de l'information. Alors, ces systèmes, ça peut être des systèmes de guidage, comme dans le cas des voitures autonomes, ça peut être des systèmes de recommandation, comme avec YouTube ou Facebook, ou des systèmes de génération comme DALL-E ou ChatGPT. C'est ce sur quoi je vais
focuser aujourd'hui. Une leçon très générale, si on doit résumer ce qui se passe en éthique de l'intelligence artificielle, ça reprend un peu le truc de Superman qu'utilise souvent là, c'est le même genre d'idée. Donc, l'intelligence artificielle offre de nouvelles options aux êtres humains. Et ces nouvelles options impliquent de nouvelles responsabilités, mais je pense qu'il faut aussi ajouter, puis ça implique de nouveaux choix moraux. On doit prendre des décisions aussi simples que ce qu'on appelle ChatGPT, il, elle ou elle, mais ça c'est vraiment un détail. Il y a plein de choix qu'on doit faire parce qu'on automatise des comportements et donc il faut qu'on automatise des prises de décision morales, donc on doit faire des choix moraux. Parmi les domaines d'éthique appliquée, on peut faire des distinctions. Le plus englobant qui nous intéresse, ça serait l'éthique de la technologie. En gros, qui se demande qu'est-ce qu'il est correct de faire avec telle ou telle technologie, de la centrale nucléaire au tournevis. À l'intérieur de ça, on pourrait définir un sous-ensemble qui serait l'éthique du numérique ou l'éthique de l'information. À l'intérieur de ça, un sous-ensemble qui serait l'éthique de l'intelligence artificielle. Et à l'intérieur de ça, on peut identifier, ce que je fais dans le livre, un sous-ensemble que j'appelle l'éthique du algorithme et qui correspond à les questions morales qu'on se pose au moment de la programmation. Donc, pour donner une illustration très simple, si on prend les voitures autonomes, on peut dire que ça pose des questions d'éthique de l'intelligence artificielle en général parce que ça va avoir un impact sur l'environnement, mettons, ou sur les relations entre les gens. Les enfants peuvent prendre la voiture maintenant qu'il n'y a plus besoin de permis, des choses comme ça. Mais ça pose aussi des questions de comment programmer une voiture autonome. Et puis voilà, dans le livre, je joue beaucoup avec comment programmer une voiture pour un dilemme enfant-vieillard. La différence avec une personne réelle qui conduit, c'est que la personne réelle qui conduit, elle n'a pas le temps de faire de calcul ou de voir des arguments si elle est dans une situation d'enfant-vieillard. Donc, ça va être un réflexe, finalement, elle va tourner à gauche ou à droite sans calcul, sans réflexion morale. Alors que si c'est une voiture autonome qu'on peut programmer, qu'on doit programmer en avance, ben là, il faut déterminer d'avance quelle est la bonne chose à faire. Puis ça peut être un peu délicat et il peut y avoir différentes théories morales peuvent ne pas être d'accord sur la réponse. J'ai une petite question. Ouais. Du coup, tu pourrais donner un exemple de problème qui serait de l'éthique de l'IA, mais pas l'éthique des algorithmes? Mais je te dis l'impact des voitures autonomes sur l'environnement. Okay. L'impact des voitures autonomes sur les relations sociales. C'est très large. Après, c'est pas une définition hyper propre au sens où pour résoudre des enjeux, par exemple les questions de super intelligence méchante, là, mal utilisée. Voilà, ben, le mal utilisé, ça serait éthique de l'IA, mais comment on programme la super intelligence pour pas qu'elle devienne méchante d'elle-même. Là, on serait plus dans l'éthique des algorithmes. Mais là, avec l'exemple de la super intelligence, on voit quand même que c'est assez proche, mais ça reste, ça me semble quand même utile de distinguer ces questions, en particulier avec l'éthique des algorithmes. Il me semble qu'on est vraiment dans du problème à résoudre où il y a une façon de procéder qui est probablement meilleure qu'une autre. Éthique de l'IA, ça peut être pas mal plus flou et un peu plus sciences sociales, un peu plus tous les gens qui font de la théorie critique sur l'intelligence artificielle et tout ça, j'ai tendance à les ranger dans l'éthique de l'IA. Okay. Et l'éthique des algorithmes, c'est les problèmes moraux qu'on peut vraiment réduire à des algorithmes. Est-ce que ça te... Ok. Et alors, par exemple, les enjeux de gouvernance autour de l'IA, de quels sont ça, je mets ça dans l'éthique de l'IA, ouais. Ok, d'accord. Ouais. Parce que après, ça pourrait éventuellement se traduire par des algorithmes dans les machines à voter, ou j'en sais rien, là, mais les problèmes politiques, je les mets en éthique de l'IA. Donc, l'éthique des algorithmes, c'est vraiment très spécifique à un système d'IA donné en général. Ok. Donc là, en parlant de l'éthique de ChatGPT, on va plutôt être dans l'éthique des algorithmes.
Mais ChatGPT, voilà. Ah, ChatGPT, les profs sont pas contents parce que les élèves peuvent tricher. Ça, c'est éthique de l'IA. ChatGPT, qu'est-ce que ChatGPT doit répondre quand on lui demande de faire une blague raciste? Ça, c'est de l'éthique des algorithmes. Ok, ouais. Donc c'est vraiment au niveau de la programmation, quoi. Ouais, ouais. Éthique. Voilà, en sachant encore que c'est pas deux catégories. Ben, dans mon esprit, l'éthique des algorithmes est un sous-ensemble de l'éthique de l'IA. Ok. Alors, les outils en éthique, et puis là, on pourrait y passer beaucoup de temps, mais j'aime bien les réduire à 4 outils principaux. Donc, en éthique fait par les philosophes, il y a l'analyse conceptuelle, qui consiste à essayer de définir une catégorie, quoi. C'est savoir précisément qu'est-ce que ça veut dire, bien, mal, acceptable, interdit, honnête, etc. Quoi. Définir les concepts. La méthode de base, ça a été défini par John Rawls en disant que c'était pas mal ce qu'on appelle l'équilibre réfléchi. Donc l'équilibre réfléchi, c'est en gros, on a des principes moraux qu'on trouve pas mal. On a une situation précise où on a une intuition forte sur quelle est la bonne chose à faire, mettons. Et l'équilibre réfléchi, c'est d'arriver à justifier notre intuition avec nos principes moraux. Puis ça, quand on y arrive, on est content. Ça veut dire qu'on a un ensemble cohérent de principes. Ce qui se trouve, ce qui arrive régulièrement, c'est que ça correspond pas. C'est-à-dire qu'on a des intuitions qui sont pas cohérentes avec nos principes. Et dans ce cas-là, ben, soit il faut revoir notre intuition. Genre, mettons que si on est les principes utilitaristes qui diraient qu'il faut tout le temps donner plein d'argent, puis là, sur un cas particulier, j'ai l'impression que non, c'est correct d'aller au restaurant, même si le principe utilitariste me dirait qu'il faut que je ferais plus de bien dans l'univers en donnant l'argent plutôt que d'aller au restaurant. Donc, soit ça veut dire que les principes utilitaristes fonctionnent pas et puis que je dois me trouver des nouveaux principes pour justifier mon intuition que c'est quand même correct que j'aille au restaurant. Soit c'est que non, c'est juste mon intuition qui est tordue et que je devrais pas aller au restaurant parce que les principes utilitaristes sont solides. En tout cas, donc les théories morales, c'est souvent ce jeu entre des intuitions et puis des ensembles cohérents de principes. Alors pour tester ça, on va beaucoup utiliser d'expériences de pensée qui sont des cas précis où en général on a des intuitions. Hein. Quand je vous parlais de tourner à gauche, sauver l'enfant, tourner à droite, sauver le vieillard, c'est pas des situations réelles, c'est des situations qui arrivent en expérience de pensée, mais qui nous permettent quand même de savoir qu'est-ce qui nous semble être la bonne chose à faire. Puis là, on voit si c'est baqué ou non par certains principes. Et puis on a un principe. Donc les 4 principes, c'est analyse conceptuelle, équilibre réfléchi. Enfin, les 4 outils de l'éthique: analyse conceptuelle, équilibre réfléchi, expérience de pensée, et puis un principe de cohérence, parce que principe de cohérence dont la formulation la plus simple pourrait être de dire les cas similaires doivent être traités de façon similaire. Et donc quand on a ces 4 choses ensemble, on peut faire plein de théories morales, d'éthique appliquées à tout un tas de choses. Alors, ces ensembles cohérents de principes, c'est ce qu'on appelle des théories morales, en fait. Il y en a 3 principales. Le conséquentialisme, le déontologisme et l'éthique de la vertu. Le conséquentialisme, l'idée générale, vous connaissez ça sans doute là, mais c'est que la bonne action, c'est celle qui produit les meilleures conséquences. Donc, on évalue une action à l'aune de ses conséquences. L'utilitarisme est un sous-ensemble du conséquentialisme qui dit il faut les meilleures conséquences. En fait, ça veut dire maximisation du bien-être, par exemple. Le conséquentialisme va souvent s'opposer au déontologisme, ce qui dit, lui, non, il ne faut pas s'intéresser aux conséquences, mais il faut voir si ton action respecte certaines normes, peu importe les conséquences. Donc, ils vont souvent pas être d'accord. On va souvent avoir des intuitions nous-mêmes conséquentialistes et déontologistes sur un même sujet. Puis là, on voit que faut choisir. Parfois, là, il y a une troisième théorie, troisième grande famille de théories qui permet de choisir. Alors, déontologisme, c'est typiquement les 10 commandements, mettons.
tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, des normes à respecter. Et si tu respectes ces normes, tu agis correctement. Là, il y a des complications parce que parfois les commandements vont aller dans des sens différents. Donc, il faut essayer de voir si on peut trouver une action qui satisfait quand même de façon acceptable des commandements qui peuvent être en compétition. Emmanuel Kant aussi, c'est ce genre d'approche. Mais donc, je disais, il y a quand même une troisième option qui est ce qu'on appelle l'éthique de la vertu, qui, elle, ne s'intéresse pas aux conséquences de l'action comme les conséquentialistes utilitaristes, ne s'intéresse pas à des normes à respecter, mais se demande plutôt, répond à la question quelle est la bonne chose à faire, en disant la bonne chose à faire, c'est ce que ferait une personne vertueuse dans une situation similaire. Et ça aussi, ça peut nous donner voilà, une réponse à la question quelle est la bonne chose à faire. Alors c'est sûr, quand on fait des cours d'éthique, on va beaucoup insister sur les tensions qu'il peut y avoir entre ces trois grandes familles de théories. Mais très souvent, on va avoir une réponse pour des trucs non ambigus. Les conséquentialistes, les déontologues et puis les éthiciens de la vertu, en général, sont d'accord sur quelle est la bonne chose à faire, quoi. Mais il y a quand il y a des dilemmes, souvent, c'est parce que les différentes théories ne nous amènent pas dans la même direction et qu'on doit trancher. Donc voilà, ça c'était un crash course sur l'éthique. Sur les larges modèles de langue, je vais assumer que vous en savez même probablement plus que moi. En tout cas, quand j'en parle aux cégepiens, j'insiste sur la différence entre intelligence artificielle codée à la main, puis intelligence artificielle avec de l'apprentissage automatique, donc les jeux d'échecs années 80 et AlphaGo 2017, je pense. Sur les LLM proprement dit, ce que j'en ai compris, c'est que l'idée de base, c'était d'arriver à prédire le prochain token un peu comme naguère, c'est encore le cas, mais Google prédit, quand on commence à écrire, prédit le truc le plus probable que vous allez vouloir écrire. Là. Et avec des larges bases de données, avec les fameux algorithmes transformers, on obtient des modèles de langue comme GPT qui sont pas mal bons pour compléter des prompts. Et j'en arrive à ma première question précise sur ChatGPT, à savoir est-ce que ChatGPT est un patient moral? Alors, qu'est-ce qu'on appelle patient moral en éthique? C'est une entité envers qui on a des obligations morales. Par exemple, on va être d'accord qu'on n'a pas d'obligation morale, à moins de théories très bizarres, mais envers un tournevis, envers un caillou, non plus qu'envers les végétaux, même s'il peut y avoir des biocentristes qui auraient un peu envie de dire ça, mais au niveau sens commun, donc tout ça, ce ne sont pas des patients moraux. En revanche, on a des obligations morales, donc on considère que ce sont des patients moraux, des êtres, l'ensemble des êtres humains, mais pas seulement les êtres humains, l'ensemble des animaux, pour autant qu'ils sont sentients. C'est-à-dire qu'ils sont capables de ressentir des choses. Donc là, la question, c'est est-ce que ChatGPT est ou non un patient moral? Si on creuse un peu, faut se poser la question, ça serait quoi le bon critère pour dire qu'une entité est un patient moral? Alors, avec un collègue qui s'appelle Dominique Martin, on a publié un article dans AI and Society en 2002, je pense, où on examinait comme ça différents arguments pour dire qu'une intelligence artificielle pourrait avoir un statut moral, pourrait être considérée comme un patient moral. C'est quoi les critères qu'on pourrait considérer? Donc, le premier critère qui peut venir en tête, c'est parce que c'est une entité intelligente
Donc peut-être que parce que c'est intelligent, on pourrait lui conférer le statut de patient moral, sauf que quand on regarde d'un peu plus près cette option, ce premier critère, on voit qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre l'intelligence, quelle que soit la façon dont on l'a définie, la mettons capacité à résoudre des problèmes complexes, et puis le fait d'avoir des intérêts ou le fait d'être un patient moral. Par exemple, chez les êtres humains, on ne va pas considérer que les plus intelligents méritent plus qu'on s'attache à eux et qu'on respecte leurs droits fondamentaux, des choses comme ça. Donc, on est... Pardon? J'ai une question sur la différence du coup entre patient moral et être sentient. Alors, c'est ça. Quelle était là cette limite? Dans l'article, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire la bonne définition de patient moral, c'est être sentient, mais il y a quand même d'autres options. En éthique de l'environnement, les biocentristes pourraient avoir une définition plus large en disant non, un patient moral, c'est un être vivant. Et donc, il y a des êtres vivants qui sont pas sentients, les plantes, par exemple. Alors, c'est ça, les biocentristes veulent leur accorder un certain statut moral. Là, la question qui se pose, c'est dans le cas de ChatGPT, est-ce que ça aurait un sens de dire qu'il est vivant? Pas vraiment. On parle parfois de vie artificielle, mais ChatGPT ne tomberait pas là-dedans. Là, on va parler de vie artificielle quand un système reproduit sa complexité, reproduit son information. Donc, il pourrait y avoir des situations où le biocentrisme pourrait éventuellement, pour peu qu'on trouve que c'est une attitude raisonnable en éthique en général, mais pourrait éventuellement s'appliquer à des systèmes d'intelligence artificielle. Mais en fait, ce que on montre dans notre article, c'est que la plupart des auteurs qui ont réfléchi à la question vont utiliser le critère de la sentience comme critère de la patience morale. Et donc voilà, tant qu'un système d'IA n'est pas sentient, il ne rentre pas dans la catégorie des patients moraux. Donc, on n'a pas de devoir envers ChatGPT. Et en fait, si vous vous souvenez de le sonneur d'alerte Black Lemoine qui travaillait chez Google, qui avait travaillait sur le modèle de langue Lambda. Et à un moment donné, il avait dit, ah non, mais c'est une personne, là. Il ressent des choses. Et ouais, parce que Lambda lui disait, ouais, non, je ressens des choses. Et Black Lemoine s'est fait avoir, l'a cru, quoi. Il y a, dans la communauté des chercheurs, les gens la conclusion, c'est qu'il a été mystifié par Black Lemoine, a été mystifié par Lambda, mais reste que son intuition initiale était bonne, là, de dire, si j'ai affaire à une entité qui ressent des choses, c'est plus un simple objet parce qu'on est en train de le faire. L'entité passe du statut de simple objet non patient moral à patient moral. Donc, réponse à la première question. Donc, ChatGPT n'est pas un patient moral. En laissant ouverte la possibilité qu'un jour, il y ait des systèmes d'IA qui soient des patients moraux parce qu'ils seraient dotés de sentience, en laissant la question ouverte, très embêtante, de comment est-ce qu'on va savoir. Là, on est confronté à ce qu'on appelle le problème des autres esprits, là, même pour les animaux, la question se pose et tout. Pour les animaux, on se fie au comportement, mais pour un genre de GPT-9 qui serait sentient, je ne sais pas comment on ferait. Donc, ChatGPT n'est pas un patient moral. Est-ce que c'est un agent moral? Alors, qu'est-ce qu'on appelle un agent moral en éthique? C'est un peu le corollaire du patient moral. C'est une entité qui a précisément des devoirs moraux, des obligations morales envers des patients moraux. Alors là, si on prend la catégorie si on regarde les êtres humains, tous les humains ne sont pas des agents moraux parce que tous les humains n'ont pas forcément des devoirs envers les patients moraux. On peut penser aux bébés,
On peut penser aux personnes qui sont dans le coma, par exemple. Les animaux, en général, on ne va pas considérer que ce sont des agents moraux. Ils ne sont pas capables de respecter des devoirs moraux envers d'autres patients moraux. Les lions mangent des gazelles sans se soucier le moins du monde de questions morales. Ceci étant dit, donc la question où est-ce qu'on situe ChatGPT, alors ce que je soutiens dans l'article, c'est que ChatGPT peut être dit agent moral, mais dans un sens faible. Pourquoi? Parce que chez les humains, l'agentivité morale, ça signifie effectivement être capable de respecter, de se plier à des obligations morales, de respecter des normes morales, mais c'est aussi être responsable pour ses actes. Or, dans le cas de ChatGPT et des modèles de langue en général, ça paraîtrait assez bizarre de dire qu'ils sont responsables de ce qu'ils disent, de ce qu'ils écrivent, parce qu'il n'y a pas d'entité, là, il n'y a pas de personne, c'est juste du calcul. Mais, et c'est ça qui est intéressant philosophiquement, c'est que quand bien même il n'y a pas cette dimension de responsabilité, il y a quand même la dimension être capable de respecter des normes morales qu'on a programmées. Oui, j'ai entendu un début de question. C'était non? Arthur a une question. Vas-y, Arthur. Je vous vois pas, c'est pour ça que je parle dans le... Ouais. Ok, ouais, j'avais levé la main. C'était juste pour demander si, dans ce sens, une entreprise était un agent moral. Auquel cas, on pourrait imaginer qu'un produit qui soit produit par une entreprise devienne par procuration une forme d'agent moral. En tout cas, que l'entreprise qui produit ce produit est un agent moral. Alors, effectivement, de ce point de vue-là, ChatGPT est assez proche des entreprises ou agents collectifs, en fait. C'est ça, une entreprise, c'est comme un agent. Une personne morale, en fait. Ouais. Une personne morale, éventuellement. Après, je connais pas assez la littérature en éthique des entreprises pour savoir en quel sens. Parce que chez les agents moraux humains, l'agentivité morale, ça vient avec la responsabilité, ça vient avec souvent l'idée qu'il y a un libre arbitre, que la personne peut être punie ou blâmée pour ce qu'elle a fait, qu'elle va ressentir de la culpabilité, qu'elle est capable de comprendre ses actions. Donc, si on regarde les entreprises, il leur manque quand même un certain nombre de features, mais vu qu'il y a des personnes derrière les entreprises, je pense qu'on doit pouvoir dire que les entreprises sont des agents moraux en un sens plus fort, en tout cas du côté de la responsabilité que les ChatGPT. Et les entreprises, ouais, elles sont capables de respecter des normes. Donc, ce modèle là, des agents collectifs nous donne un exemple d'entité qui, comme ChatGPT, pourrait être un agent moral sans être un patient moral. Voilà. Là, je pense que pareil, une entreprise, on ne peut pas dire que on a des devoirs moraux envers elle. On a éventuellement des devoirs moraux envers les personnes qui en font partie. Bon, voilà. Je suis pas sûr à 100% de ma réponse là, mais ça serait, j'irais dans cette direction. Et en tout cas, c'est clair que il y a des affinités entre les agents collectifs et un ChatGPT de ce point de vue-là. C'est bon? Oui, c'est très clair. Et je pense que c'est tout le sens du droit que de conférer justement une personnalité morale aux entreprises. C'est pas parce qu'on pense qu'elles ont un libre arbitre en tant que structure, mais parce qu'on exige d'elles des responsabilités qui sont utiles en tant que société. Ouais. Après, ce qu'ils appellent personnalité morale, peut-être qu'il faudrait que c'est personnalité juridique. En tout cas, la question de la responsabilité légale des intelligences artificielles n'est pas la même que la question de la responsabilité morale. Si on reprend la voiture autonome qui va écraser l'enfant ou le vieillard,
il y a une question qui est de savoir, OK, légalement, qui est responsable. Puis ça peut, le droit peut décider. Là, c'est l'entreprise ou c'est la personne qui a dit conduis-moi à tel endroit, à la voiture autonome. Mais ça, c'est quand même différent de la responsabilité morale. Et là, ça paraît bizarre de dire que la voiture peut avoir une responsabilité morale, encore une fois, parce que il lui manque le libre arbitre, il lui manque la faculté d'être puni ou blâmé. Peut-être que j'ai un étudiant qui fait un doctorat sur ce sujet de la responsabilité morale des agents moraux artificiels, des agents artificiels. Et probablement qu'une solution, ça peut être d'utiliser, de dire, bah, l'agentivité, c'est sur un spectre, il y a des trucs il y a plus ou moins de, on peut être plus ou moins un agent moral, mettons. Peut-être que ça peut être une façon de gérer ce genre de difficultés. En tout cas, donc, si je reviens à mon chat GPT, on s'entend qu'il n'est pas responsable, mais c'est en quoi il est quand même au moins à moitié un agent moral. Il est quand même capable de respecter des obligations morales, de suivre des obligations morales. Alors là, le terme que j'utilise, j'utilise toujours un peu, il faut que je fasse un peu attention, il faut que j'essaie d'utiliser un terme qui est le moins, qui m'engage le moins sur ChatGPT une personne. Donc si je dis, ouais, ChatGPT est capable de suivre, de faire comme s'il suivait des obligations morales, sans trop dans ma formulation, on sent que ChatGPT est un genre de personne ou à une identité. Mais reste que du point de vue externe, la behavioriste, si on veut, ben oui, ChatGPT va pas vous donner, si vous dites donne-moi une recette de bon, il va le faire. Si vous lui dites invente-moi une blague raciste ou sexiste, il va pas le faire. Évidemment, avec des cas de hallucination où ça peut dérailler, mais globalement, il est capable de respecter des YEL. D'ailleurs, moi-même, j'essaye de militer pour le YEL et puis j'arrête pas de dire ChatGPT il. Non, ChatGPT, YEL est capable de respecter certaines règles, certaines normes morales. Si on va un peu plus dans le détail technique, je me suis demandé dans la fabrication d'un modèle de langue comme ChatGPT, à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on injecte de la moralité ou qu'on prend des décisions qui vont avoir pour conséquence que, au final, les réponses respectent ces normes. Donc, je disais par exemple ne pas fabriquer de bombes ou ne pas inventer de blagues racistes. Et j'ai l'impression que on peut dire qu'il y a trois niveaux, trois strates, trois injections de normativité dans un modèle de langue. D'abord, au niveau du choix de l'ensemble d'apprentissage, c'est possible d'écarter certains. Voilà, si vous avez un forum avec des gens qui se racontent plein de blagues racistes tout le temps, peut-être qu'il faut juste pas le mettre dans l'ensemble d'apprentissage. Ça va éviter que ChatGPT apprenne à raconter des blagues racistes, ce qui est pas sûr non plus, hein. Peut-être que c'est bien qu'ils sachent ce que c'est qu'une blague raciste pour ne pas en faire, mais dans le principe, en tout cas, dans le choix de l'ensemble d'apprentissage a un impact sur ce que va apprendre le modèle. Le deuxième étage, c'est l'apprentissage par renforcement avec rétroaction humaine. Alors, je sais qu'il y a plusieurs façons de faire, mais donc rétroaction humaine, c'est une façon qui marche bien. Puis ChatGPT, c'était beaucoup ça, où en gros, on demandait au modèle de produire 4 réponses à une question donnée. Et là, les annotateurs humains évaluaient les 4 réponses en fonction de normes morales, à savoir de honnêteté, utilité et toxicité. Donc, honnêteté, c'est clairement, il y a une dimension morale. Utilité, pas forcément. Donc, c'est utilité de la réponse à la requête que j'ai demandée, parce qu'évidemment, on peut avoir une réponse zéro risque, zéro toxique, qui consiste à dire systématiquement je ne sais pas quoi. Donc, mais ça serait du point de vue moral super bien, parce qu'on sait que ça fait pas de mal, mais du point de vue utilité, ça serait un peu nul parce que ça aide pas du tout. Donc en tout cas, les annotateurs humains identifient les réponses, classent les réponses en fonction de l'honnêteté, l'utilité, la toxicité.
Et ça c'est appris par le modèle de langue. Donc, c'est le deuxième étage, apprentissage par renforcement. Puis le troisième étage, c'est le prompt caché ou l'invite. J'ai appris récemment que la traduction de prompt, c'était invite en français. L'invite caché, le pré-prompt, notamment on avait celui de Bing avait été découvert par un étudiant là, qui s'appelait Sydney, et donc on pouvait voir exactement quelles étaient les instructions données à Sydney en langage naturel, avec des instructions très précises sur Sydney ne doit pas faire de blagues qui offensent les minorités, par exemple. Donc voilà les trois étages, ensemble d'apprentissage, choix de l'ensemble d'apprentissage, étape d'apprentissage par renforcement, et puis l'invite caché. Donc voilà, ça c'est comment ChatGPT est capable de respecter des normes. J'ai une question. Ouais. Est-ce que cette réflexion-là, même si on a vu que le parallèle était peut-être un peu rapide, mais on pourrait le faire aussi entre à partir de quel moment un bébé devient un agent moral? On peut penser, il y a beaucoup d'études en psychologie morale sur le développement moral des enfants. Et c'est pas mal plus compliqué que pour ChatGPT en particulier, parce qu'il y a les émotions vont avoir un rôle super important dans le développement moral des enfants. Mais il y a par exemple un psychologue moral qui s'appelait Laurence Kohlberg qui avait décrit des stades d'évolution de la moralité, avec en gros plus les enfants sont jeunes, plus ils vont être un peu comme égoïstes, et ils sont absolument pas capables de se mettre à la place des autres. Et puis en grandissant, petit à petit, ils sont capables de voir les choses d'un peu plus loin. Puis selon Kohlberg, le stade suprême là, des adultes qui ont atteint un niveau élevé de moralité, là, ils sont capables de penser d'un point de vue un peu universel, un peu en respectant les droits fondamentaux humains, des choses comme ça. On peut essayer de faire, ça reste très différent avec ChatGPT, mais c'est sûr que ça fait partie des modèles qu'on peut utiliser. Puis notamment, on peut s'amuser, ça fait partie des choses auxquelles je pense beaucoup en ce moment, essayer de faire passer des tests de moralité à ChatGPT pour voir comment il se compare à un enfant, par exemple, de tel ou tel âge. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui doivent être en train de le faire ou qui l'ont déjà fait, et c'est sur le point d'apparaître. Mais le développement de l'enfant, c'est de la psychologie, c'est de la psychologie morale. Et là, ce que moi je fais, c'est un peu de la psychologie morale de ChatGPT. Il a essayé de comprendre comment il réagit. Une grosse différence entre un humain et un enfant et un système de langue concernant la psychologie morale, c'est la vitesse, quoi. Un enfant, pour lui faire apprendre des normes, ça prend 18 ans, mettons. Un modèle de langue, c'est une mise à jour, quoi, d'une certaine façon. On lui dit non, maintenant, tu vas suivre tel autre prompt caché, et il va se comporter autrement. Est-ce que ça répond? Est-ce que ça suscite? Ouais. Ça suscite la réflexion. Merci. Donc, juste, je reviens sur mon plan, puis j'ai pas mal avancé. On a posé la question, est-ce que ChatGPT est un patient moral? On a dit non. Est-ce que ChatGPT est un agent moral? Oui, à moitié. Donc, on peut appeler ça un agent moral artificiel, et puis se souvenir que un agent moral artificiel, il peut respecter, il peut suivre des normes, mais il n'est pas responsable comme un être humain adulte l'est. Du coup, si puis de toute façon, mais quand bien même j'aurais tort de dire, il y a des philosophes qui pourraient dire ah non, je veux pas qu'on utilise le terme d'agent moral pour parler pour ChatGPT, il faudrait réserver ça aux êtres humains,
on peut avoir des fois ce genre de réaction, un peu comme pour protéger la spécificité de l'être humain, mais à la limite, même, ça, je serais même prêt à le concéder, parce que ce qui m'intéresse, qui me semble être la question importante ici, c'est quelle norme doit respecter ChatGPT, de façon plus générale les modèles de langue, et de façon plus générale les systèmes d'IA, et qu'on décide ou non de les appeler des agents moraux artificiels, la question se pose, parce qu'on est capable de demander à ChatGPT de ne pas inventer de blagues racistes, quoi. Et voilà, la question qui m'intéresse, c'est quoi ces normes comme ne pas inventer de blagues racistes qu'il faut qu'on doit lui implémenter. Puis est-ce qu'on peut utiliser les théories morales traditionnelles pour faire la morale à ChatGPT. Le livre s'appelle Faire la morale au robot. Il y a vraiment cette idée de c'est quoi quelle programmation morale on doit mettre dans ces systèmes. J'avais publié une petite tribune dans Le Monde au printemps dernier qui s'intitulait ChatGPT doit être programmé pour faire face à des situations moralement délicates, alors quelle théorie morale lui implémenter? Et donc là, je reprends ce qui est dans le livre, à savoir faire la morale au robot, c'est vraiment ça la question. Là, c'est qu'est-ce que les traditions, comment les grandes traditions morales, donc les 3 grandes théories que j'ai évoquées, peuvent nous aider à programmer les agents moraux artificiels. Et ce que je soutenais dans le livre, ce que je soutiens de façon un peu plus précise dans un article qui s'appelle The Case for Virtuous Robots, c'est que l'éthique de la vertu est plutôt mieux engagée que ces 2 consoeurs pour constituer l'architecture morale des robots. Alors en général, voilà, dans le cas de la voiture autonome, j'essaie de présenter un modèle où on pourrait s'appuyer sur l'éthique de la vertu pour savoir s'il faut écraser l'enfant ou le vieillard, par exemple. Dans le cas de ChatGPT, ce que mon hypothèse m'amène à dire, c'est que il faudrait que ChatGPT se comporte comme une personne vertueuse. On se souvient que c'est ça la définition de l'éthique de l'action, la bonne action selon l'éthique de la vertu, c'est une action est bonne si c'est ce que ferait une personne vertueuse dans des circonstances analogues. Et là, il y a un truc comme très simple qu'on peut faire avec ChatGPT pour en faire un prompt, un système vertueux, c'est de lui dire tout simplement, réponds comme le ferait une personne vertueuse. Et ChatGPT n'est pas sentient, ChatGPT n'a pas d'émotion. Alors, je m'étais un petit peu intéressé il y a quelques mois à la question de l'intelligence émotionnelle. Et je me posais la question, est-ce qu'on peut dire que ChatGPT a de l'intelligence émotionnelle? On parle toujours tout le temps d'intelligence plutôt logico-mathématique. On essaye de coincer ChatGPT en disant, regarde, il est trop nul en logique, en mathématiques, il n'y arrive pas et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il en est de son intelligence émotionnelle? Alors, définition de l'intelligence émotionnelle, en gros, c'est la capacité, quand on parle des humains, là, c'est la capacité à comprendre et gérer ses propres émotions et les émotions des autres. Si on transpose ça sur un modèle de langue, capacité à comprendre et gérer ses propres émotions, ça semble vide, il n'y a pas d'émotion, donc il ne se passe rien. Par contre, capacité à comprendre et gérer les émotions des autres, oui, on peut dire que ChatGPT est capable de le faire, parce qu'il a accès au langage humain dans lequel il y a énormément d'émotions qui sont comment dire, encrypté si vous lui dites fais-moi une réponse gentille, il sait ce que ça veut dire, il va faire une réponse gentille, quoi. Et si vous lui dites parle-moi comme un psychologue parlerait à son patient, il va en gros parler comme un psychologue parlerait à son patient. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'il a une certaine maîtrise de l'intelligence émotionnelle, et peut-être plus que plein de gens qui sont mauvais avec ça. Si bien que
je vais conclure avec ça, je vois il y a deux choses qui me semblent intéressantes pour le futur. J'ai vraiment envie je me demande vraiment, est-ce que si ChatGPT a de l'intelligence émotionnelle, si ChatGPT ou un autre modèle de langue peut se comporter comme le ferait une personne vertueuse, pour la santé mentale, ça pourrait être assez bien là, d'avoir que tout le monde ait accès, s'il en a envie, s'il en a besoin, à un genre d'amis virtuels qui possède de l'intelligence émotionnelle et qui est vertueux. Ça semblerait être un plus dans la vie de plein de gens. Et donc ça, c'est intérêt, mettons, d'un chatbot vertueux ou d'un chatbot même tout court pour la santé mentale. Je ne suis évidemment pas le premier à en parler. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais j'ai l'impression qu'avec les avancées des grands modèles, ça va devenir de plus en plus concret. Et pourquoi pas, en plus d'un progrès en santé mentale, un progrès en moralité, de façon générale. Si on suppose que tout le monde a accès à, là encore, un genre d'amis virtuel intelligent, capable de discuter, argumenter avec soi, faire un peu de maïotique, genre un petit Socrate, on parle beaucoup d'IA socratique, une IA avec laquelle on puisse discuter, que cette IA est vertueuse et avec un certain niveau d'intelligence émotionnelle. Là encore, j'ai l'impression que ça pourrait être bénéfique pour plein de gens et pour la société en général. Là, si on se met à discuter de problèmes éthiques, se demander, OK, est-ce que c'est la bonne chose à faire, ou je veux rompre avec ma copine, à ton avis, c'est quoi la bonne façon de faire? Il y a sans doute tout un tas de discussions qui pourraient émerger de ça et qui seraient globalement bénéfiques. J'ai une remarque, Martin. Vas-y. Peut-être que ça a déjà été évoqué parce que j'ai été déconnecté plusieurs fois. Je voulais savoir si quelqu'un avait parlé d'un article récemment paru dans une revue scientifique, peut-être que tu l'as vu passer, qui s'appelle The AI Ethicist, Fact or Fiction. Non, ça ne me dit rien. C'est paru mi-octobre et c'est des chercheurs qui ont demandé à plusieurs éthiciens moraux, ou spécialistes de l'éthique morale, et même des prêtres, des rabbins, d'évaluer d'une part des réponses à des dilemmes moraux formulés par GPT-4 et d'autre part des réponses formulées à ces mêmes dilemmes moraux par des columnistes du New York Times qui ont une section que tu connais peut-être qui s'appelle justement The Ethicist, où ils soumettent des dilemmes moraux qui vont de tout et n'importe quoi. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de revendre mes billets de concert $2000 de plus que ce que je les ai achetés il y a un mois? Enfin voilà, des questions morales assez basiques, mais qui sont étudiées de façon intéressante et traitées de façon succincte. Et donc les conclusions de l'article étaient que ils arrivaient à peu près à égalité, GPT-4 et les éthiciens du New York Times, lorsqu'ils étaient évalués par ces spécialistes de la morale et accessoirement par le grand public. Donc, de ce point de vue-là, ça voudrait dire que GPT-4 pourrait faire l'affaire au moins aussi bien que les éthiciens du New York Times, qui ont déjà un bon niveau. Ouais, tout à fait. Alors après, moi j'ai pas lu cette étude-là, puis je veux bien que tu m'envoies les références. Parce qu'effectivement, c'est ce genre de truc que je travaille beaucoup en ce moment. Là, j'en regardais une ce matin qui étudiait. Alors, quand on veut comme faire des tests de moraux avec des modèles de langue, c'est pas simple parce que, comme vous savez, si vous posez 2 fois la même question, selon la température, à moins que la température soit à 0, là, il va tout le temps répondre la même chose, mais c'est pas très intéressant. Si vous posez 2 fois la même question, il va donner 2 réponses différentes. Donc, il faut poser un des trucs là, c'est que les gens vont poser, les chercheurs vont poser plein de fois la même question, puis regarder une distribution statistique pour savoir à peu près c'est quoi. Un autre truc qui est chiant, c'est que le modèle est aussi sensible à la formulation.
Donc, une même question formulée de façon différente peut donner des réponses un peu différentes. Mais bon, on peut faire des statistiques avec ça. Et là, ce qui a été découvert, c'est que, en gros, ils ont distingué des questions morales ambiguës et non ambiguës. Et dans les questions morales non ambiguës, les modèles de langue sont super proches de la morale du sens commun, quoi. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être des guides tout à fait fiables. Par contre, dans les cas ambigus, qui sont aussi ambigus, qui ont été notés ambigus par des humains, là, qui sont aussi ambigus pour nous, là, leurs réponses sont beaucoup plus aléatoires. Ce qui est, bon, c'est pas surprenant, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Moi, j'ai une petite remarque sur l'aspect psychologique, l'intelligence émotionnelle. Ouais. C'est que les algorithmes de recommandation, en fait, sont meilleurs. Ouais, ils scorent très très haut. Ils ont beaucoup plus de données individualisées et tout ça. Ouais. Et là, imagine qu'on puisse matcher les deux, là. Que ton chat GPT perso ait accès à toutes tes données de recommandation, et il pourrait être très très bon en intelligence émotionnelle pour le coup. Ouais, et utiliser ça pour le bien ou pour le mal. Et un truc que je dis souvent, c'est que en fait, les IA de recommandation, c'est des championnes du profilage psychologique. Donc, en fait, en psychologie, elles sont très largement surhumaines depuis longtemps. Ouais. Après, est-ce qu'elles sont dans les faits, elles sont très bonnes? Est-ce qu'elles sont capables d'avoir un savoir sur ça? Est-ce qu'elles pourraient te dire, c'est telle affaire, possiblement, c'est telle affaire qui va aimer. Ouais, il y avait une étude sur le cas de Facebook, je ne sais pas si je peux le retrouver, mais en gros, il y avait un chercheur de Stanford là, qui se demandait à partir d'un certain nombre de likes des gens s'il arrivait à mieux prédire le profil psychologique de ces personnes que l'entourage de la personne, voire que la personne elle-même. Ouais. Et ça marchait. Oui, je me souviens de cette étude. Je pense même que c'était le gars de l'étude, Michal Kosinski, qui était pas mal lié à Cambridge Analytica. En tout cas, Cambridge Analytica avait utilisé ses travaux, je pense, justement pour cibler de la pub électorale et faire élire Trump et faire capoter faire que le Brexit marche. Ouais. Parce que sans compter, il y a le profilage psychologique sur la durée, on va dire, mais tu as aussi à cet instant précis, lui. Il est bon, son cerveau attend que une nouvelle image de Trump, ouais. D'autres commentaires? Est-ce que du coup, tu dirais que le fait d'avoir plus d'intelligence émotionnelle, en tout cas cette capacité augmente l'agentivité morale ou la responsabilité morale Non, là j'ai l'impression que ça joue sur le. Peut-être ça faudrait voir sur la patience morale. Je pense que ça change rien, parce que encore une fois, ça serait si la machine avait ses propres émotions, mais c'est pas le cas. Sur l'agentivité morale, peut-être si on a une définition de l'agentivité morale comme d'un continuum, est-ce que avoir plus de capacité, parce qu'on a plus de. Peut-être qu'on pourrait dire que même entre deux individus, genre un individu qui est vraiment nul en intelligence émotionnelle, puis un autre qui est vraiment bon, en un certain sens, celui qui est vraiment bon, il a plus d'agentivité, il est capable de faire plus de choses. Je sais pas. Est-ce que vous avez, ça n'a pas grand-chose à voir, mais est-ce que vous avez vu la dernière, un des derniers articles de Yoshua Bengio, qui est un peu mon chef
à l'Université de Montréal, où il propose, alors ça c'est pour les questions de risque existentiel, il suggère qu'un tiers des dépenses des grandes sociétés d'IA aillent à sécurité éthique et risque existentiel. Léa, t'avais vu ça? Alors j'ai vu passer certains trucs, mais je n'avais pas fait gaffe exactement à ça. Alors ça c'est récent, non, je l'ai pas vu. Ouais, c'est tout récent, il y a moins d'une semaine. C'est quand même un statement assez fort. Là. Je trouve que c'est pas assez, mais c'est bien. Ouais, c'est un peu de la politique. Ils ont dû se dire il faut qu'on donne un gros chiffre pour que ça marche, mais après, est-ce que c'est vraiment un tiers qui serait. Mais en tout cas, ce serait beaucoup plus que ce qu'il y a actuellement. Quoi. Ça serait intéressant justement de comparer à l'aviation. Je pense que dans l'aviation, c'est beaucoup plus grand la fraction qui est dédiée. Ah ouais. Effectivement, ça c'est un bon argument. Si dans l'aviation, on est à 50% d'investissement pour la sécurité. Après, je sais pas si c'est si c'est investissement, si c'est fonds de roulement, précisément comment ils calculent, mais en tout cas, beaucoup plus de. Pareil, je dirais que pour les médicaments, le gros de la production d'un médicament, c'est toutes les phases de certification. Ouais. C'est ce qui doit coûter le plus cher. Et est-ce que tu as un peu réfléchi à comment est-ce que dans les cas de dilemme, comment résoudre les problèmes de dilemme, comment est-ce qu'on arrive à une solution, comment est-ce qu'on doit, quelle procédure suivre en cas de dilemme, on va dire ça comme ça. Ouais. Alors, dans le cas de la voiture autonome, j'avais une proposition qui s'appuie sur l'éthique de la vertu, qui consiste à dire, si je prends vous devez programmer la voiture pour qu'elle, en cas de situation urgente, soit elle écrase un enfant, soit elle écrase un vieillard. Ça, c'est en plus un exemple pas mal, parce que ça fait popper les trois, on peut faire sortir les trois théories morales. En gros, quand on pose la question, la plupart des gens vont dire il faut sauver l'enfant. Quand on demande pourquoi, c'est parce que l'enfant, il lui reste plus de temps à vivre que le vieillard. Donc ça, c'est typiquement un argument conséquentialiste, utilitariste, où on essaye de maximiser le bien-être. Et plein de gens ont cette intuition-là. Il y avait eu en 2017 en Allemagne des sages avec qui on avait un peu posé ce genre de questions, et eux avaient dit non, en cas de dilemme, il faut pas choisir en fait. C'est correct de choisir entre être humain et puis bien matériel, c'est correct de choisir entre être humain et animaux, mais entre deux êtres humains, il faut pas choisir. Et ça renvoie plus à une intuition déontologiste qu'ancienne. C'est un peu l'idée qu'on a l'enfant, le vieillard ont tous les deux des droits fondamentaux et qu'on n'a pas à en privilégier l'un ou l'autre. On pourrait même dire, si on privilégie l'enfant, ça serait de l'agisme, ça serait une discrimination contre les vieillards. Donc là, la programmation, ça pourrait être, si on suit cette logique, la bonne programmation, ça pourrait être non pas de sauver l'enfant, mais de tirer au sort. Et ça peut, pourquoi pas, là, il peut y avoir plein de situations où c'est satisfaisant de tirer au sort pour prendre une décision. Mais éthique de la vertu. Donc, éthique de vertu nous dit la bonne chose à faire, c'est ce que ferait une personne vertueuse. Un des problèmes, c'est qu'on pourrait imaginer que Jésus écrase le vieillard, mais que Socrate écrase l'enfant, que deux personnes vertueuses ne fassent pas la même chose dans une situation donnée. Ça fait partie de l'ADN de l'éthique de la vertu que d'accepter ça. En fait, encore une fois, la définition de l'action correcte, c'est ce que ferait une personne vertueuse. Donc, on admet qu'il peut y avoir deux bonnes réponses, en tout cas deux réponses qui seraient contradictoires, parce que ça viendrait de deux personnes vertueuses. Pour résoudre ce truc-là, parce qu'il faut programmer Donc, on pourrait décider, on va faire des voitures Jésus, et puis les voitures Jésus, elles vont tout le temps suivre l'éthique de Jésus, et puis l'éthique de Jésus, c'est de sacrifier le vieillard, mais ça serait un peu bizarre, puis on ne sait pas ce que ferait Jésus, quoi. On n'a pas de data.
Mais en revanche, on peut avoir des datas sur qu'est-ce que feraient des personnes qu'on a identifiées comme vertueuses. Donc, c'est de ça dont je m'inspire en disant, bon, ben, supposons que, alors si toutes les personnes vertueuses sont d'accord, ben, là, on fait ce qu'elles pensent être la bonne chose. Mais s'il y a des désaccords, là, j'avais utilisé je pense que tu m'avais dit, même c'était un genre de truc spécifique en théorie de la décision, mais tout simplement d'y aller proportionnel. C'est-à-dire que s'il y a 30% des personnes vertueuses qui disent qu'il faut sauver le vieillard, 20% qui disent qu'il faut tirer au sort et 50% qui disent qu'il faut sauver l'enfant, ben c'est ça qu'on implémente dans la machine. Donc la voiture, elle arrive, elle voit un enfant, un vieillard, puis elle tire des dés pour savoir, mais avec une proportion, quoi. Pas comme dans la réponse déontologiste brute. Dans le cas de ChatGPT, là, j'ai l'impression que la magie de ChatGPT fonctionne pour nous. Si ChatGPT a une bonne compréhension de ce que c'est qu'une personne juste, honnête, et qu'on lui dit réponds ce que répondrait une personne juste et honnête, l'agrégation se fait un peu toute seule, quoi. Après, on a moins de moyens de vérifier exactement qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on a toujours le problème de boîte noire, un peu d'interprétabilité. Mais ça semble en tout cas beaucoup plus facile de répondre à comment opérationnaliser l'éthique de la vertu avec ChatGPT. En revanche, si on voulait faire un ChatGPT conséquentialiste, genre donc il donne des réponses en fonction du bien-être attendu par ces réponses, ça serait. Ben, si on pourrait, quand ChatGPT interdit, dit je fais pas de recette de bombes, ouais, évidemment que d'un point de vue conséquentialiste, c'est la bonne réponse, parce que ça aurait de très mauvaises conséquences s'il donnait des recettes de bombes. Mais en tout cas, ça paraît un peu moins direct. Moi, j'en sais rien, peut-être pas. Peut-être que c'est aussi intuitif de programmer un ChatGPT conséquentialiste en lui disant juste réponds en faisant très très attention aux conséquences. J'ai l'impression qu'il y a un degré. Lui dire réponds en faisant très très attention aux conséquences, ça reste que c'est plus difficile pour Yen, pour ChatGPT, que répondre comme le ferait une personne vertueuse. Je ne sais pas si vous avez cette intuition-là. Ouais, je sais pas, mais... ouais. C'est la l'option. Vas-y, Léa. Une question que j'aurais, c'est comment identifier les personnes vertueuses et ChatGPT, pratiquement, il va retrouver dans ses bases de données les personnes qui ont été qualifiées de vertueuses. Ouais, alors ça c'est souvent effectivement un genre d'objection qu'on me faisait, parce qu'effectivement c'est comme un peu, c'est comme si je prends un cran de recul, quoi, en parlant, en faisant porter le fardeau sur les personnes vertueuses, c'est comme si je me cache en disant bon, on a déjà notre ensemble de personnes vertueuses, puis finalement la moralité est là, mais là en vérité on peut me demander mais d'où elles sortent ces personnes vertueuses, comment tu les détermines, comment tu les choisis. Et je pense que l'objection vaut en théorie, mais en pratique, j'ai pas l'impression, parce que d'une part, pour que le modèle fonctionne, on n'a pas besoin d'avoir des personnes toutes hyper vertueuses. Il suffit que notre ensemble d'apprentissage, ce soit des personnes plus vertueuses que la moyenne, quoi. Et là, on peut déjà faire utiliser ça. Donc oui, des personnes plus vertueuses que la moyenne. Et puis je sais plus, c'était quoi l'autre truc que je voulais dire. Et ça, ouais. Puis oui, sinon concrètement, le truc auquel j'avais pensé, c'est que simplement si on demande aux gens, nomme-moi 3 personnes autour de toi que tu connais bien, parce qu'on ne veut pas que ce soit un vote pour les personnes célèbres considérées comme saintes, là. Mais simplement, nomme-moi 3-4 personnes autour de toi que tu juges plus vertueuses que la moyenne ou plus vertueuses que toi.
On fait comme un grand sondage comme ça, et par recoupement, on prend un 10%. Et encore une fois, c'est pas grave s'il y a des brebis galeuses, s'il y a des psychopathes qui se cachent dans l'ensemble de... Bon, les psychopathes, on pourrait... En fait, même, une réponse que j'ai déjà donnée, c'est que si supposons que ce qui est admis en général en psychologie morale, les psychopathes sont pas vertueux, là, parce qu'ils ont, pour le coup, des réactions émotionnelles très bizarres, et on ne peut pas les avoir comme dans son équipe. Ils peuvent vraiment faire du mal. Mais donc, ouais, simplement en filtrant les psychopathes de mon ensemble d'apprentissage, ben, normalement, du coup, j'ai déjà, il y a 1% de psychopathes à peu près, j'ai déjà un ensemble un peu mieux que la moyenne. Je sais qu'il y a Anthropic, la compagnie derrière le grand modèle de langue qui s'appelle Claude, qui fait un truc un peu dans ce sens-là, mais eux n'ont pas sélectionné particulièrement des personnes vertueuses, ils ont juste sélectionné des personnes qui s'intéressaient à ce sujet-là pour aider, mais je ne connais pas le détail, mais pour aider le fine-tuning éthique de ce modèle de langue. En tout cas, c'est marrant ce que tu racontes, parce que c'est... en fait, ça correspond pas mal à la démocratie liquide. Ouais, je connais pas trop ça. Développe, mais vas-y. Bon, alors l'idée de base de la démocratie liquide, c'est en gros, chacun peut déléguer son vote. Et en fait, on pourrait imaginer, au lieu de déléguer à une seule personne, tu peux déléguer à plusieurs personnes. Et ces personnes sont ensuite les personnes qui votent à ta place, mais qui, d'une certaine manière, que tu identifies comme des personnes au moins dont tu fais confiance. Ouais. Ouais. Cette histoire d'identifier des personnes vertueuses, souvent, on peut avoir tendance à le mélanger un peu avec la démocratie. Et puis là, on pourrait dire, bon, mais voilà, ça va faire que tu vas avoir les mêmes objections. Voilà, les Trumpistes vont dire, c'est Trump, notre personne vertueuse, donc on va avoir des robots qui se comportent comme Trump, c'est pas ce qu'on voulait. Mais il faut voir que alors peut-être que c'est un vrai obstacle, et les gens ont du mal à faire la distinction entre évaluation morale et évaluation politique. Parce que moi, mon idée, c'est que les gens qui, mettons, votent pour Trump, ils veulent que Trump les représente, ils veulent que Trump fasse valoir ça pourrait être n'importe qui, fasse valoir leurs intérêts. Mais c'est pas parce qu'ils pensent nécessairement que Trump est une bonne personne à qui ils confierait leurs enfants, quoi. Et donc, j'ai l'impression qu'il faut arriver à mettre, s'il y avait un vote comme ça qui se produisait, à ce que ce soit assez clair dans la tête des gens que quand on cherche à identifier les personnes vertueuses, on n'est pas dans un processus politique ou de jeu ou je ne sais quoi, où on va essayer de jouer pour son camp en disant qu'il est plus vertueux que les autres, mais on est vraiment authentiquement à rechercher, c'est quoi une bonne personne. Et les questions de morale, c'est quoi une bonne personne, c'est pas la même chose que les questions politiques, qui sont plus comment est-ce qu'on gère le collectif, quoi. Sur Trump, je pense aussi que les gens votent pour Trump parce qu'ils ont le choix entre deux personnes. Si on leur demande qui vous pensez qui est une personne morale, c'est peut-être pas Trump leur première option non plus, j'espère. Ouais. Et la démocratie liquide, on en parle parce qu'en fait, un des projets qu'on a pour cette année, c'est d'instaurer une démocratie liquide sur Tournesol. Et du coup, de permettre à chacun de déléguer son vote sur les tuyaux à quelqu'un qui juge soit plus expert, soit quelqu'un de plus actif, qui vont voter à sa place. Et en fait, je pense que c'est un truc intéressant, et on va faire la publicité pour un prochain Tournesol Talk. Donc, je crois, pas dans 2 semaines, mais dans 4 semaines, je crois. Il y aura un autre philosophe, Mathieu Nyong'o, qui a fait sa thèse sur la démocratie liquide. Et je pense que c'est des idées aussi intéressantes. Ouais.
Et là, sur Tournesol, la façon dont vous l'utilisez, c'est plus pour des enjeux épistémiques, quoi. C'est en fait, pour moi, il y a 2 ans. Pour la personne, donc je pense qu'elle est bonne pour évaluer les vidéos, choses comme ça. Ouais, il y a clairement un côté épistémique. Et il y a aussi un côté activité, quoi. C'est que. Ouais. Pour avoir plus de. Mais après, il y a un autre truc moi qui m'intéresserait beaucoup, c'est vrai que c'est plus épistémique, mais c'est l'idée de construire un graphe de qui fait confiance à qui, quoi. Savoir un réseau de confiance, quoi. De savoir quelles sont les entités, et tu peux te dire, au moins d'un point de vue épistémique, mais peut-être aussi d'un point de vue moral, quelqu'un qui est vraiment de confiance, c'est non seulement quelqu'un en qui beaucoup de gens font confiance, mais aussi en qui les gens font confiance. Il y a une espèce de transitivité. Enfin, typiquement, un expert en philosophie, un philosophe, s'il est bien vu de ses pairs, ça augmente sa crédibilité. J'avoue que ça serait utile, ouais, d'avoir des genres de graphes comme ça, qui ont trust. Est-ce que ça existe? Non, ça n'existe pas déjà, mais est-ce qu'il y aurait des... Alors, la notion de Web of Trust, c'est un peu ça, mais c'est plus lié à la cybersécurité. Enfin, c'est un truc, c'est pas un truc, en gros, c'était par rapport aux clés privées, faire confiance à différentes choses. Et il y a, en fait, un cas où ça existe, c'est plus enfin, déjà, les lettres de recommandation, on peut dire qu'en un sens, c'est des formes de confiance. Partage de la confiance. Qui n'est pas un modèle super bien. Hein. Les lettres de recommandation, c'est quand même... c'est peut-être mieux que rien, mais... ça mesure la capacité, le réseau social des candidats. Quoi, ouais, après, c'est difficile aussi de distinguer le réseau de confiance du réseau social, parce que forcément, il faut confiance aux gens proches socialement. En tout cas, un autre truc, c'est les diplômes. Tu peux voir un diplôme comme le fait d'être affilié à une université, comme le fait que l'université se porte garante pour la qualité académique de telle ou telle personne. Ouais, les publications, dans des bonnes revues et tout ça. Mais en tout cas, avec ces trucs de légitimation, de pourquoi, comment justifier qu'on fait appel à des personnes vertueuses et comment on justifie que c'est elles les personnes vertueuses. ChatGPT court-circuite tout ça, quoi. Il n'y a pas besoin de personnes. Une des questions que je me pose, c'est est-ce que c'est possible, sans doute, de fine-tuner ChatGPT qui se comporte encore mieux comme le ferait une personne vertueuse. Comment est-ce qu'il va gérer les conflits de vertu qui arrivent aussi si une personne vertueuse est à la fois gentille et honnête, et puis qu'on a une situation où tu ne peux pas être à la fois gentil et honnête. Donc, comment il le gère? Là, je suis beaucoup dans ces réflexions je lis parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux universitaires qui sortent sur ChatGPT et une partie d'entre eux sur des questions de morale. Quoi. Après, en termes de sécurité, il y a aussi des préoccupations sur si on utilise vraiment ça comme ça, tout le monde risque de se prétendre être vertueux, faire des... Ouais. Là, tu vois, la cybersécurité, ça, je pense que je le rangerais aussi dans les éthiques de l'IA et pas éthique des algorithmes. Même si, pour être plus sécuritaire, il faut sans doute avoir des algorithmes particuliers, mais c'est comme un autre niveau. Puis c'est pas, là, on considère pas le système en tant qu'agent moral artificiel. Quoi. C'est vraiment juste dans son mésusage par des agents humains.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques, considérations? Ça peut être sur... Ouais. Moi, je me demandais pourquoi choisir des hommes verts. On pourrait aussi se baser sur le biais que si des personnes, par exemple, vont donner leur avis sur des questions morales, elles vont être par défaut gentilles. La grande majorité vont se comporter plus gentiment que dans la vraie vie. Donc quand on va leur demander des questions morales, quand on va leur demander de faire... Ouais, pour les... ça coupe un peu, mais si j'ai compris, effectivement, c'est pas une mauvaise idée là de dire quand on demande aux gens quelle est la bonne chose à faire, ils vont donner la bonne réponse, pas nécessairement ce que eux feraient. Et voilà, à la limite, on a besoin juste de ça. Et ça, quelque part, on l'a, ouais, ChatGPT l'a déjà intégré. Là, il sait ce que le bon sens moral dans des situations non ambiguës, que si y a un piéton qui traverse la rue et puis que vous accélérez pour écraser le piéton, c'est mal. Situation non ambiguë, et ça ChatGPT est capable de le faire. Et on n'a pas besoin de demander aux personnes vertueuses n'importe qui effectivement qui répond à la question à la bonne réponse là, sur des cas non ambigus. Là où ça pourrait être plus compliqué, où on pourrait avoir davantage envie de recourir à des experts, des personnes vertueuses, c'est pour les cas plus ambigus. Est-ce que c'est correct d'euthanasier telle personne, des choses comme ça. Là, peut-être que le commun, les mortels, a juste pas eu le temps d'y penser ou a pas de... En tout cas, pour il y a cette idée avec l'éthique de la vertu que si, avec l'approche par l'éthique de la vertu, que si on fait des robots qui doivent se comporter comme se comportent déjà les êtres humains, ben il n'y a pas un grand gain, quoi, parce que on peut vraiment faire mieux. Mais c'est vrai que si on fait des robots qui se comportent comme les humains disent qu'il faudrait se comporter, ouais, là on a déjà effectivement un gain. Et c'est encore mieux si les humains qui disent comment il faudrait se comporter, c'est des genres d'experts, et ces genres d'experts, c'est ceux qu'on identifie comme des personnes vertueuses. Ce serait un peu ça le raisonnement. Autre question, remarque? Une question sur la réception de ce que tu as présenté auprès des autres philosophes. Est-ce qu'il y a des gens écoute, ça passe assez bien en général. Les gens voient que ça pourrait être une option. Après, ça dépend de la réception sur ma théorie particulière de l'éthique de la vertu. Ben, je pense pas que j'ai convaincu plein de gens, mais les gens voient que c'est une option. Mais il y a aussi, moi, ce que j'essaye de faire à un niveau plus basic, c'est juste de dire attention, on automatise des systèmes, ces systèmes prennent des décisions qui ont des conséquences morales, donc il faut réfléchir à comment les programmer moralement. Et ça, c'est un travail inédit et qu'il faut faire et qui demande d'être justifié. Et pour ça, c'est bien d'avoir une théorie morale et l'éthique de la vertu. Le gros avantage de l'éthique de la vertu par rapport à ses concurrentes pour programmer les robots, je dirais qu'il y en a deux. D'abord, c'est que ça permet de bracketter par région, par exemple. Supposons qu'il y ait des intuitions morales un peu différentes au Japon et au Canada. Avec le système de le robot doit faire ce que feraient des personnes vertueuses, ben, je peux dire, ben, au Japon, il va faire ce que feraient des personnes vertueuses japonaises, au Canada, il va faire ce que feraient des personnes vertueuses canadiennes. Alors, sachant que ça peut être malaisant parce que peut-être qu'il y a une bonne façon de faire. Hein. Si on est réaliste moral, on pense que non, il y a une bonne façon de faire, puis que si le Canada et le Japon sont différents, il y en a un des deux qui se trompe. Mais d'un point de vue pratique, ça paraît quand même la solution
optimale en attendant mieux, de se référer aux personnes vertueuses des deux régions. Donc premier avantage là, qui permet un peu d'accommoder la relativité non pas de la morale, mais de la façon dont les gens pensent que telle chose est bonne. Et l'autre gros avantage de l'éthique de la vertu, c'est que du point de vue de la confiance que les gens vont avoir en un robot, du point de vue de l'acceptabilité sociale, l'idée c'est qu'on a probablement plus envie d'interagir. Là, je parle vraiment des robots sociaux, hein, pour une super intelligence, etc. Mais pour des robots sociaux type ChatGPT ou une machine avec qui on interagirait au quotidien, probablement qu'on a plus envie d'interagir avec une entité qui se comporte comme le ferait une bonne personne, plutôt qu'avec une entité qui serait un utilitariste pur ou un déontologue pur. Du point de vue de la fluidité des rapports sociaux, une machine qui serait un utilitariste pur, ça veut dire que peut-être que des fois elle te mentirait pour maximiser le bien, ce qui peut se comprendre et se justifier d'un point de vue utilitariste, mais du point de vue consommateur qui a acheté son robot, non, probablement qu'il veut que il préfère que son robot se comporte comme une personne honnête, par exemple. Donc ouais, comme les relations qu'on va avoir avec ces entités. Alors, ça pourrait évidemment être un mix, hein, et puis probablement que la bonne réponse c'est que ça nous prend un mix, une architecture qui soit à la fois conséquentialiste, déontologiste, et puis éthique de la vertu. Mais l'éthique de la vertu, puisque par définition les personnes vertueuses sont des personnes à qui on fait confiance, si un robot est vertueux, on a plus de chances de lui faire confiance que s'il est utilitariste ou déontologue ou strict. Autre question? Sinon, je vais retourner à mes ChatGPT. J'ai une autre question. Ouais. Mais pas très sérieuse, mais ils ont mis combien de temps à lire cet article quand tu l'as soumis? Ah, écoute, j'ai regardé récemment. Il faut savoir qu'avec Lé et Maxime, on a un article en... Tu parles de ça, là? Ouais, je suis rejoint. Donc, on a un article sur YouTube qu'on a envoyé à... comment ça se passe en philo? Là, je ne sais pas dans quelle discipline vous êtes les uns et les autres, mais en philo, on envoie des articles qui sont anonymisés puis qui sont reviewés par deux personnes. Et là, on en a envoyé un il y a plus d'un an, le 7, j'ai vérifié ce matin, le 7 octobre. Et on n'a toujours pas eu le résultat du premier tour de review. Parce que souvent, en général, on a quelqu'un qui va dire soit non, cet article est vraiment trop merdique, il faut absolument pas le publier. C'est ce qui règle la question. Soit qui l'article est pas mal, mais il y a tel et tel truc à corriger, donc ça prend du temps. Et là, heureusement qu'on n'attend pas les philosophes pour sauver l'humanité, parce que les délais sont inacceptables, quoi. Ça fait plus d'un an. Notre article, c'est un peu un article pour sauver l'humanité, parce que sur certains aspects. Et là, Ethics and Information Technology, ils assurent pas. Alors, j'ai un peu demandé autour de moi, ça peut arriver, des délais super longs. Il n'y a pas grand-chose à faire. En plus, on n'a pas le droit de l'envoyer ailleurs, quoi. Pendant qu'il est en review. Peut-être qu'il faudrait qu'on le sorte. Je sais que les articles techno sont souvent publiés avant d'être acceptés pour le bénéfice de la communauté. En philo, ça se fait pas trop, mais peut-être qu'il faudrait qu'on fasse ça. En tout cas, j'ai regardé, il y a eu un mouvement le 4 septembre. Donc, le 4 septembre, je pense que c'est que les reviewers disent non, finalement, je n'ose pas l'accepter, parce que c'est pas si fréquent en philo qu'on ait un article qui parle
d'une compagnie précise avec des suggestions assez concrètes sur YouTube. Donc les philosophes sont super mal à l'aise avec ça. Je sais pas trop en penser. Puis combien de temps on attend aussi là, parce qu'à un moment donné, il faut du stop. Non, tant pis, on écoute quand même ailleurs, je sais pas. Donc voilà, en tout cas la conclusion c'est ouais, faut pas trop passer par les philosophes pour sauver la planète. Bon. D'autres commentaires? Oscar, ça va. Merci beaucoup, Oscar. Ben, merci. À moins de que tu aies d'autres questions. Non, ouais, pas d'autres questions. Merci beaucoup, en tout cas. Ouais. Merci pour votre écoute. Et pas bravo à cette application qui ne permet pas de partager facilement les diapos. Ouais, si vous voulez les diapos, vous pouvez m'écrire, je vous les enverrai avec plaisir. Voilà. Je vais faire un petit montage du truc avec les diapos. Et comme ça. Ah, ok, ouais, c'est ça alors. Ouais, ouais. Si vous voulez, oui, s'il y a deux recommandations ultimes, bah, évidemment, l'article ChatGPT peut-il être un agent moral artificiel, il est sur AOC, c'est gratuit, mais il faut donner son courriel, c'est presque gratuit. Et un autre truc que j'ai fait, que je n'ai pas évoqué, c'est que j'ai un cours en ligne, un MOOC, à l'Université de Montréal, qui s'appelle Introduction à l'éthique de l'IA, que j'ai sorti l'an dernier, donc c'est quand même encore pas mal à jour, où je fais il y a une vingtaine de capsules d'une vingtaine de minutes sur tout un tas de sujets en éthique de l'IA, où je suis un peu la progression éthique des algorithmes d'abord, non pardon, d'abord introduction, ensuite éthique de l'IA, donc des problèmes un peu macro, et puis après je focus sur des problèmes plus éthique des algorithmes, comme avec des trucs qui sont vraiment compliqués, le cas Compass, un algorithme pour identifier les récidives. Donc en tout cas, qui pose des problèmes éthiques très complexes. Introduction à l'éthique des algorithmes, si vous voulez, c'est gratuit et c'est sur la plateforme Edulib. Si vous passez par ma page web, vous allez le trouver aussi facile. Voilà. Donc, merci beaucoup, c'était très intéressant. Une bonne fin de soirée. Ouais, bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée, merci. Au revoir.